Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre d'histoire, la France et la construction de nouveaux États. À la suite de la répression du Printemps des peuples en 1848, le continent est dominé par des régimes réactionnaires, alors que les populations européennes découvrent au milieu du XIXe siècle la modernité urbaine, sociale et économique. Napoléon III est ainsi désireux de refaire de la France une grande puissance et va favoriser ainsi les mouvements nationaux des pays européens. Nous allons voir dans ce chapitre que de nouveaux États-nations se construisent, par la guerre ou par la diplomatie, ou les deux. L'équilibre géopolitique de l'Europe se modifie alors profondément. Nous nous poserons donc la question suivante. En quoi la question nationale est-elle au cœur des enjeux politiques et diplomatiques en France et en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle? Afin de répondre à cette question, nous organiserons notre propos en deux parties. La première partie traitera de la France et de l'unité italienne, et la seconde partie traitera de la France et de l'unité allemande. Nous commencerons donc par aborder l'unité italienne, et tout particulièrement les espoirs de cette unité au lendemain de 1848. Tout d'abord, il est important de noter qu'en 1848, le territoire italien est morcelé et dominé. En effet, au milieu du XIXe siècle, la péninsule italienne est divisée en plusieurs entités politiques indépendantes. Le royaume de Piémont-Sardaigne au nord, le royaume des deux Siciles au sud, les États pontificaux au centre, mais aussi plusieurs duchés, de Parme, de Modène, de Toscane. Par ailleurs, l'Empire d'Autriche domine le nord de la péninsule italienne en contrôlant la riche région de Lombardie-Vénétie. Cette gravure de Stanislas Grimaldi de Puget permet d'observer la bataille de Pastringo. Cette bataille fait partie de la première guerre d'indépendance menée par le Piémont entre 1848 et 1849. Cette première tentative est un échec. En effet, les patriotes italiens, c'est-à-dire les partisans de l'unité et de l'indépendance nationale, veulent chasser les Autrichiens d'Italie. Cette première tentative d'indépendance est largement mise en échec par les défaites militaires du roi du Piémont, Charles Albert, à Novare. Ce dernier abdique en faveur de son fils aîné, Victor Emmanuel II, en 1849 et se retire au Portugal. Le Piémont est le véritable moteur de l'unité italienne. En effet, au début des années 1850, les libéraux modérés et les partisans de l'unité italienne, comme Giuseppe Mazzini ou Giuseppe Garibaldi, reportent leurs espoirs de changement politique sur le royaume de Piémont-Sardaigne, le seul État constitutionnel à l'époque. En 1852, le roi Victor Emmanuel II confie la présidence du Conseil au comté de Cavour, ici présent. Camillo Benso, dit comte de Cavour, est issu d'une famille de vieille noblesse piémontaise. Après une carrière militaire, il se lance dans une carrière politique. Il est notamment le fondateur du journal Il Risorgimento, qui est partisan d'une unité italienne. De plus, il est largement soutenu par la Société nationale italienne, c'est-à-dire un mouvement politique né en 1857 et prônant l'unité autour de la monarchie constitutionnelle du Piémont. Cet extrait d'une lettre de Cavour au marquis d'Azeglio permet de comprendre l'ampleur de la politique désirée par Cavour. Nous allons maintenant pouvoir aborder l'engagement de la France dans les affaires italiennes. Cavour s'adresse dans cette lettre à son ministre de la Justice, où il semble chercher des alliances diplomatiques et militaires afin de se débarrasser une bonne fois pour toutes des Autrichiens. Les Britanniques ne promettent que leur neutralité. Cavour reporte alors tous ses espoirs sur Napoléon III, auprès duquel il lance une intense offensive diplomatique, notamment en se servant de Virginia Oldini, comtesse de Castiglione. Cette femme n'est autre que l'épouse d'un cousin de Cavour. Elle est envoyée à la cour impériale de Napoléon III en 1856, où sa mission est de défendre la cause de l'unité italienne et de convaincre l'empereur d'intervenir en faveur de l'Italie. Cette femme, que l'on qualifie souvent la plus belle de son siècle, a pour mission principale de devenir la maîtresse de l'empereur des Français. Sur cette caricature, parue dans un journal satirique italien en 1860, nous pouvons observer deux hommes. À gauche, Cavour, à droite, Napoléon III. Ils sont tous deux dans un salon de thé, en train de déguster des petits gâteaux. Chacun d'eux représente des territoires italiens. De gauche à droite, la Toscane, l'Émilie, Venise, la Sicile, Naples, la Sardaigne, la Savoie, Nice et le Rhin.
Alors que Cavour semble se comporter en bon négociateur, Napoléon III se comporte comme un goinfre avec ses morceaux de territoire italien. Cette caricature fait directement référence à la rencontre des deux hommes à Plombières dans les Vosges en 1858. C'est lors de cette rencontre secrète que Cavour accepte de céder à l'empereur la Savoie et le comté de Nice en échange du soutien diplomatique et militaire de la France. Afin de faire un zoom sur leur attachement de Nice et de la Savoie à la France, je vais vous demander de travailler à partir de la double page 124-125 de votre manuel. Vous avez la possibilité de répondre aux 4 questions, page 125, ou alors de répondre à la problématique sous la forme d'un développement construit. Ce travail est à réaliser pour lundi prochain. Bon courage à tous, travaillez bien et passez une belle journée.